Bonjour à tous, nous sommes le 21 janvier en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe. Nous nous approchons de l'arrivée, on est à moins de 8 jours pour les leaders pour l'arrivée et on va regarder en détail quelles sont les projections du modèle par rapport au classement et qui a mieux marché pendant les dernières 24 heures par rapport à ce qui était prévu. Il y a des petits changements, il y a des bateaux qui ont mieux marché que prévu et qui se reclassent mieux vu que les écarts sont extrêmement faibles, qui vont être mieux placés pour la suite des événements. Donc, en premier lieu, c'est Louis Burton qui est situé extrêmement à l'ouest. C'est le premier à avoir ralenti. Il a même ralenti beaucoup à un moment dans la journée des classements, j'avais vu. Il est reparti un petit peu, mais il est quand même c'est le premier à avoir touché cette zone anticyclonique. Ce qui était le but de son option, en fait, c'est d'aller le plus vite possible sur cette zone-là. Et puis, on se rappelle de retrouver un bras d'une des dépressions qui va passer au nord pour récupérer des vents plutôt. Vu qu'il a plutôt mieux marché que que son concurrent le plus direct qui est Charlie Dalin, même s'il est classé quatrième, c'est juste un effet de pointage. Hein. Et on va voir qu'est-ce que ça a comme influence et à quel point ça va solidifier un petit peu sa position. L'autre bateau qui a bien marché cette fois, c'est Maître Coq. Je dirais que Berry Serman et Maître Coq ces 2 derniers jours avaient été plus lents que la polaire qui était prévue, alors que des bateaux autour d'eux avaient plutôt tendance à marcher mieux. Et là, sur les dernières 24 heures, Maître Coq a le mieux marché entre les deux et par rapport à la polaire. Et puis Boris Herman un peu mieux que prévu, mais pas aussi bien que Maître Coq. Et Lightart, Thomas Ruyant, a lui par contre pas mal ralenti. Il est fortement handicapé, hein, donc il peut pas faire jeu égal. Il a des foils son foil qui s'occupe en ce moment, qui s'utilise en ce moment, n'est pas utilisable, il est coupé et il est rentré au maximum, je crois. Donc là, de ce point de vue-là, sur ces 5 bateaux, c'est très tendu et on va voir les projections un petit peu de routage jusqu'à l'arrivée. J'ai réussi à router aussi jusqu'à l'arrivée Groupe Abyssile et Prispion Group, Giancarlo Pedotte. Et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe, sachant qu'il y a peut-être un petit point bémol sur toutes mes prédictions. J'utilise une polaire légèrement différente pour les non-foilers des foilers, mais l'évaluation est pas très précise. Et puis ensuite, il y a des bateaux qui sont endommagés et j'ai pas fait de différence, j'ai considéré qu'ils étaient à 100%. Donc Maître Coq par exemple, les projections de Maître Coq vont s'avérer probablement optimistes parce qu'il a des problèmes avec ses voiles d'avant, les voiles les plus grandes, et qu'il va rencontrer des vents faibles dans les jours qui viennent. Mais bon, ça reste quand même, ça va montrer un petit peu ce qui se passe, et puis c'est le mieux qu'on puisse faire, je pense en tout cas c'est le mieux que je puisse faire. Au final, pour l'autre chose qu'on fera comme point, en fait on va le faire maintenant, si vous voulez bien, c'est le passage du poteau noir et la bataille pour la 10e place. Donc Maxime Sorel a fini son poteau noir, il marche assez bien, 14 nœuds mettons sur 4 heures. Il fait un bord assez serré au vent, hein, il est plus serré que les autres. Il fait une option qui semble un peu similaire à ce que fait Damien Séguin. Et nous avons Armel Tripon qui fait probablement le passage du poteau noir le plus rapide de toute la flotte. Je crois que Maxime Sorel avait fait le meilleur jusqu'à présent, il avait fait une moyenne de 10 nœuds dans le passage du poteau noir, et Armel Tripon fait plutôt 14-15 nœuds. Donc ça représente presque 50% plus rapidement que ce que Maxime Sorel avait fait. Il n'est pas tout à fait sorti de l'auberge, hein. Armel Tripon, on voit qu'il marche à peu près à 12-13 nœuds au dernier classement, mais c'est la fin. Donc il y a des bonnes chances qu'il puisse croquer la 10e place à Maxime Sorel d'ici l'arrivée. C'est faisable. Ça me semble faisable. Il va en plus avoir un angle plutôt favorable parce qu'il est situé plus à l'est que Maxime Sorel, donc il va pouvoir avoir une route un peu plus débridée. Ça va se jouer un petit peu aussi dans cette zone-là, hein. La zone peut évoluer quand même assez vite, et donc les deux bateaux n'auront pas forcément le même passage. Mais quand même, la remontée, enfin, Maxime Sorel doit se battre bien fort parce qu'il a pas beaucoup de chance, à mon avis, de se retrouver encore 10e. Donc ça, c'était un petit peu les mises à jour globales. J'avais parlé de bateaux qui avaient marché un petit peu mieux à l'avant, dans le groupe de 9 bateaux en tête. On voit que Bureau Vallée 2 est le premier à avoir ralenti, et il a ralenti un petit peu plus vite que ce que le modèle avait prévu. Alors c'est attendu dans cette zone-là, c'est bien le problème des prédictions, c'est que les marins vont faire des choix légèrement différents, et puis surtout les conditions locales peuvent être un peu différentes de ce que les modèles disent. Donc il a été ralenti plus tôt que prévu, et à Pivière aussi. Mais par contre, les modèles, on va le voir un peu plus tard, les modèles météo favorisent bien l'option ouest, et donc ça va se retrouver pas trop mal.
La bonne nouvelle pour ceux qui sont juste derrière, c'est Maître Coq et Sea Explorer, Yann Bigstaven et Boris Herman qui ont marché mieux que prévu, et même Maître Coq a marché mieux que prévu, mieux que Boris Herman. Je ne sais pas comment il faudrait dire ça de manière bien belle en français, mais c'est un peu comme ça que ça sort. Donc ça a des décisions importantes parce que les deux en compensé sont extrêmement proches. Maître Coq est crédité de 10h, 10h15, et Boris Herman de 6h, donc il y a 4 heures crédité par rapport à Boris Herman pour Yannick Bestaven. Et donc les écarts sont très importants, et gagner 1 heure chaque jour, ça représenterait une victoire versus une défaite. Bon, en tout cas être derrière. Je pense que vu les écarts, non seulement ça a des chances d'être l'écart le plus petit entre le premier et le deuxième, mais clairement c'est l'arrivée la plus dense qu'il y ait jamais eu dans tout le Vendée Globe. Les écarts les plus proches, c'est souvent deux bateaux qui arrivent proches l'un contre l'autre. On n'a jamais eu une flottille de bateaux arrivés aussi proches l'un de l'autre. Quand on regarde les routages mis à jour par rapport aux positions donc de 21h UTC, je peux router maintenant jusqu'au sable avec mes grips gratuits sur 8 jours. Et Bureau Vallée 2 et son option semblent payer pas mal. Il y a 2 jours, Bureau Vallée 2 était annoncé, il y a 3 jours, Bureau Vallée 2 et Apivia étaient annoncés vraiment collés à cet endroit-là, dans cette zone-là, où ils vont grosso modo se croiser ou avoir à peu près les routes similaires, quoi, se retrouver dans la même direction. Et hier, il avait 2 heures d'avance, et là, il a plutôt 4-5 heures d'avance. C'est à modérer, par contre. Donc, prenons la tête du Vendée Globe, hein, c'est ça que ça dit, en tout cas en scratch. Par contre, quand on regarde les modèles pour la suite, qui sont un peu long terme quand même, un des désavantages d'être en tête, c'est que la mure va changer, donc les dépressions vont venir par l'arrière, ce qui va favoriser un resserrement des positions, parce que c'est ceux qui sont derrière qui vont toucher le plus de vent en premier. Et surtout, il y a 2 phénomènes qui semble se passer. Il y a cette petite zone entre 2 dépressions, grosso modo, c'est 2 dépressions qui vont s'écarter un petit peu, avec une zone de faible vent entre les deux, ce qui va faire que les 2 bateaux vont être touchés, et ensuite ralentir, et ensuite la dépression derrière va pousser les bateaux derrière, et resserrer les écarts. Donc si les écarts ici sont à noter à peu près 4-5 heures, 5 heures à peu près, entre Bureau Vallée 2 et Apivia, avec un avantage pour l'option ouest de Bureau Vallée 2, il semble que à plus long terme, donc avec moins de précision. Encore une fois, je suis pas en train de déclarer un vainqueur tout de suite. On essaie juste de projeter et de comprendre mieux qu'est-ce qui se passe. Et on voit que donc Bureau Vallée 2 qui est classé aujourd'hui 4e, et en fait probablement en position d'être premier. C'est ça qu'on peut conclure. Mais les écarts risquent d'être extrêmement faibles. Et quand je regarde les routes, on va regarder ça après, j'ai fait une table de toutes les routes, de tous les bateaux des 9 premiers. C'était assez long à faire. Et bien, on va voir que les écarts sont extrêmement faibles en termes de scratch et même en compensé. On va regarder très bientôt le listing de toutes les arrivées de tous les bateaux du 9 groupe, mais j'ai voulu regarder aussi le routage de Groupe Apicil et de Yes We Can. Donc sur la cartographie, c'est pas très clair de savoir qui est premier. Damien Séguin est classé 6e, mais c'est encore une fois la position S qui est favorisée. Il me semble clair que Yes We Can, Jean Le Cam, est passé devant Benjamin Dautreux, il l'a doublé, et les projections à long terme montrent que c'est clairement le cas. Par contre, c'est beaucoup moins clair avec Damien Séguin, ils ont tous les deux des bateaux à non-foiler, et la route de Damien Séguin est plus courte. Et en plus, c'est des bateaux qui profitent moins quand même des conditions de portant par rapport à des foilers. Et donc, j'ai routé les 2 bateaux. Alors pour le moment, le modèle météo que j'ai indique que Jean Le Cam sur la route optimale, devrait passer encore plus à l'ouest que ce qu'il fait en ce moment. Je pense qu'il va prendre l'option la minime, ce qui va lui permettre de prendre ce bras ici le plus à l'est possible pour raccourcir un peu sa route. Et puis bon, il a tendance à prendre des trajectoires très tendues et avec moins de manœuvres, hein, ce qui lui a beaucoup servi dans la descente de l'Atlantique Sud. On verra si ça lui sert encore pour cette remontée. Sachant que je ne sais pas trop à quel niveau son bateau se situe, je pense qu'il a fait quelques réparations, je suis pas certain qu'il soit à 100%. Mais on voit que... Ah non, on voit rien du tout. Si, on voit... où est-ce qu'il y a les groupes Apicil? Excusez-moi, groupe Apicil. Si, groupe Apicil, c'est ce bateau-là. C'est cette isochrone-là. Donc ça, c'est Jean Le Cam, et ça, c'est groupe Apicil. Et on voit qu'une fois qu'ils vont se retrouver dans le train de dépression, et donc l'un derrière l'autre, un peu alignés, même sur un petit décalage nord-sud, a priori, groupe Apicil est très largement devant, hein, en scratch, bien sûr, pas en compensé. Ce qui m'a surpris un petit peu, parce que je ne m'attendais pas à ce que l'option aussi serrée et qui passait aussi proche
de l'anticyclone ou du sang de l'anticyclone comme Groupe Apicil l'a fait, je pensais pas que ça serait aussi payant. Et pour le moment, c'est clairement Jean Le Cam sera derrière. Serait en temps scratch, a priori deuxième de tous les non-foilers. Ce qui en soi est un très bon résultat, hein. N'oublions pas qu'il a 61 ans, mais c'est aussi à l'honneur de Benjamin Dutreux, Damien Séguin, pardon, qui lui a acheté un bateau qui personne ne voulait parce qu'apparemment il se traînait, qui a réussi à montrer qu'il était capable de le faire marcher très bien, il a peut-être été amélioré de certaines manières, et à qui il manque une main, quand même, je ne sais pas comment il navigue. Alors voilà mon tableau projeté. Oups, excusez-moi, voilà. Le tableau projeté avec les 9 bateaux du groupe de tête, avec les arrivées scratch telles que programmées sur mon logiciel météo. C'est des prédictions à long terme, donc ne soyez pas trop accrochés sur le fait que je suis pas en train de déclarer un vainqueur vraiment, je pense pas avoir la vérité encore. Il y a trop de choses qui peuvent se passer et mes polaires ne sont pas assez précises, particulièrement pour des bateaux endommagés comme Maître Coq, Maître Coq et je dirais Lintard aussi. Bon, ils sont un peu tous endommagés, mais malgré tout, ce sont les bateaux qui seront les plus affectés par les vents très faibles. Enfin, en tout cas, surtout Maître Coq par les vents faibles ici. Et donc, je m'attendrai à ce que le modèle prédit en ce moment pour Maître Coq, Yannick Bestaven, soit optimiste. Donc, sur les positions scratch, ça serait un peu quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment une trolley d'arrivée le 27 qui est prévue. Je pense qu'il y a des bonnes chances que ce soit le 27, parce qu'il y a quand même en fin d'après-midi. Je pense que ça pourrait être un peu plus tard, un peu plus tôt, mais il y a des bonnes chances que ce soit précis à ce niveau-là. Par contre, l'ordre exact est extrêmement difficile à prédire. On peut voir que les arrivées sont annoncées à 2 heures d'écart entre le premier et le deuxième. Bon, c'est encore un peu loin pour être sûr. Et surtout que Apivia va pouvoir empanner bientôt, une fois passé l'anticyclone, et passer sur son bord où son foil est 100% fonctionnel. Et donc tout d'un coup, il va peut-être faire meilleure route que Barreau Valley 2, qui lui a un bateau, Louis Burton a un bateau d'une génération ancienne, avec des petits foils. Et avec une mer plate, ça pourrait... Bon, on verra comment ça se passe. Donc, toute chose étant dite, les écarts sont surtout extrêmement faibles en scratch. On voit 2 heures d'écart ici. Oh, 3 heures, 2 heures. Non, 1h30, pardon. Même pas. Ensuite, 1h30 à nouveau. Puis 1h30 à nouveau. Oh, c'est le lendemain, mais c'est à minuit. Et puis après, il y a un petit peu un groupe un peu plus loin. Les non-foilers arrivent un petit peu. Groupe Apicil, Yes We Cam et Omea. Donc, a priori, on voit quand même aussi que les foilers sont quand même gagnants du Vendée Globe malgré tout en termes de scratch. Ce que les gens veulent aussi savoir, c'est qu'est-ce qui se passe en tant que compensé. Donc si on prend ces chiffres-là et qu'on les compense par les crédits de chacun, pour le moment, de moins de 1 heure, de 1h10, c'est Maître Coq qui gagne. Je me rends compte, par contre, les prédictions sont pas très elles sont un peu optimistes de mon point de vue, parce que Maître Coq va être handicapé par la zone de l'anticyclonique. Et avec seulement 1 heure d'écart, pour le moment, tout ce que je peux dire, c'est que c'est ex aequo. En termes le modèle n'est pas assez précis pour vraiment faire une différence à 8 jours. Et puis donc ça mettrait Maître Coq et Yannick Bestaven et Boris Herman, les 2 premiers, avec Bure Vallée 2 et Apivia en 3e, 4e. Avec des écarts encore une fois ridicules, hein. Bon après c'est plus compensé, donc on les a bien de les voir. Il faut toujours déclarer un vainqueur, mais c'est sûr que c'est le Vendée Globe le plus serré qu'on ait jamais vu, non seulement en termes de scratch, hein, entre le premier, le deuxième, le troisième, et puis dans tout le groupe. Et ça représenterait 1h10, là, ça représente environ 0,10%, 0,1% de différence par rapport à la durée totale de la navigation. 81 jours environ pour le tour du monde, et ça battrait le record du tour du Vendée Globe le plus serré qui était à 0,17%, donc quasiment la moitié de l'écart. Voilà, donc ça c'est un petit peu... on va mettre à jour un peu dans les jours qui viennent. Je sais pas si je mettrai ça à tous les jours parce que c'est beaucoup de travail, mais bon, ça me semblait intéressant d'en parler. Alors on a parlé longuement des ceux de tête, je pense que c'était quand même très intéressant de voir un peu l'évolution des écarts et à quel point ce Vendée Globe est serré. Et puis c'est excitant, c'est quand même la fin, l'arrivée. Et puis et de voir un petit peu la 10e position. Je pense que je vais mettre pas à jour ce qui s'est passé derrière ici. Les modèles sont assez précis pour le moment, donc la seule exception qui s'est passée, c'est Pipe Art qui a fait un détour vers le sud tout d'un coup,
On ne sait pas je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas vu de nouvelles. Et puis elle est repartie, donc il semble que tout soit bon. Mais elle a fait pendant 4 heures une VMG négative, ou nulle en fait, zéro nœud. Et donc ça va la mettre en retard par rapport au reste de ses poursuivants. Et je suis sûr que Stéphane lui dit raison, très bonne nouvelle pour lui. On verra. Je vous souhaite bon vent, bonne mer et à demain.